Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale sur Warhammer. Je suis là pour essayer de vous présenter de joueur à joueur véritablement les mises à jour qui ont été réalisées pour Warhammer The Old World par Games Workshop, donc hier, le 25 juin 2025, le jeu en est à 1 an et demi de vie. Ils ont mis une 1.5, une petite mise à jour, avec quand même des changements qui sont à savoir, si vous êtes un joueur depuis le premier jour de janvier 2024, ou si vous êtes un joueur qui est en train de se poser la question est-ce que je me lance ou pas, cette vidéo est là pour vous présenter les nouveautés des règles. Et on fera, si ça vous intéresse, sur cette chaîne durant l'été, des petites vidéos didactiques comme on l'a fait en tout début de version en janvier 2024. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je me chargerai de ça pendant l'été pour tout vous expliquer en détail, de jouer sur toutes les phases de jeu. Déjà, félicitations à Games Workshop pour avoir sorti une mise à jour intéressante de son jeu, vraiment à l'écoute des joueurs. Beaucoup de choses viennent de foires aux questions, c'est-à-dire des gens qui ont posé des questions sur Warhammer Community par rapport à des règles qui étaient un petit peu floues et qu'ils ont corrigé pour cette version, donc ça c'est très très bien. Également des décisions de Games Workshop pour arrêter certaines manières de jouer de gens trop optimisés pour rendre des trucs pas très très beaux. Ils ont mis ça à jour et c'est très sympa, ça aussi c'est très très cool, pour toujours il y ait cette ambiance de jeu casual et de jeu bonne entente, véritablement. Et surtout, bravo à Games Workshop d'avoir sorti ça traduit en français. Ça c'est vraiment très très cool. Le jour même de la sortie, on avait déjà notre version en français. Ça va faire gagner du temps un peu aux membres du Warfo ou alors aux membres de la commu de devoir tout traduire eux-mêmes. Donc c'est très sympa. Je vais essayer de vous expliquer ça. On va commencer très simplement avec les petites règles qui changent. Et surtout après, pour grosse partie de la vidéo, ce sera les gros changements pour ceux qui ont l'habitude de jouer ou alors pour ceux qui veulent découvrir. La première règle qui a été mise à jour dans cette errata et cette foire aux questions, c'est tout simplement le bonus au résultat de combat par rapport aux formations en ordre serré. Tout simplement, tant que vous êtes en ordre de combat, donc prêt au combat et donc pas en colonne de marche, et que vous avez la règle ordre serré, ça fonctionne pour des unités comme ça fonctionne pour les personnages montés, ou alors ça fonctionne pour les behemoths ou les gros monstres, et bien tout simplement, pour avoir un bonus de +1 de résultat de combat avec cette règle ordre serré, il vous faut une puissance d'unité de 10 ou plus. Autrement dit, énormément de monstres uniques perdent, entre guillemets, leur ordre serré qu'ils avaient de base, parce qu'il faut atteindre les 10 PV. Alors, la communauté a été très gentille de mentionner les possibilités de personnages montés qui pouvaient garder cet ordre serré, il y en a très peu. Vous avez le Seigneur du Chaos sur Dragon qui monte lui à 10 PV, ce qui vous permet toujours d'avoir donc un bonus d'ordre serré. Vous avez le Chaman Gobelin monté sur l'Arachnarok qui fonctionne. Vous avez un Prince ou Elfe sur Dragon Stellaire avec un artefact spécifique qui lui donnera donc 10 PV à la fin. Vous regarderez sur le Discord pour avoir plus de détails, ça c'est vraiment pour les joueurs. Et sinon après derrière vous avez le Roi Ghoul avec un +1 de PV monté sur un Terrorgeist qui peut lui aussi monter à 10 PV. Pour tout le reste, il n'y a rien qui monte à 10 PV dans le jeu, donc beaucoup de monstres perdent cet ordre serré. Question d'avoir vraiment le fait que le monstre a un impact et n'a pas vraiment une formation en lui-même. Par contre, même s'ils n'ont plus le bonus du résultat de l'ordre serré, ils conservent une formation de combat en ordre serré. Autrement dit, ça précise bien que les monstres ou les personnages qui n'ont pas 10 PV ou plus, mais qui sont en ordre serré, voient bien en axe de 45 degrés et ne voient pas en tirailleur. C'est juste sûrement pour leur formation qu'ils ont précisé ça. Les petits changements de règles ou les mises à jour des règles spéciales, on va commencer par le vol, la règle vol qui permet donc justement de se déplacer extrêmement rapidement sur le champ de bataille, eh bien a été un petit peu plus précisé dans tout ce qui est corps à corps. Tout simplement, le vol dans un corps à corps, déjà ne vous permet pas quand vous suivez ou quand vous poursuivez un ennemi, d'utiliser cette règle. Avant, par exemple, des chevaliers Pégase pouvaient tout simplement, quand vous vous enfuyez ou alors quand vous vous repliez en bon ordre, ils pouvaient utiliser leur vol avec les 2 dés pour pouvoir derrière après vous rattraper beaucoup plus facilement. Là, ça a été précisé que vous n'avez plus l'utilisation possible pour le vol pendant une fuite ou une poursuite. Donc, la lanterne de Cathay, qui a mouvement 1 mais vol 9 de mémoire, quand elle suit ou poursuit avec un mouvement 1 et pas avec son mouvement de vol. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va pouvoir vraiment enfoncer les lignes.
C'est un très bon petit nerf quand même pour la lanterne, vu que c'est quand même un char lourd. C'est une mise à jour tout à fait intelligente de faire ça, vu qu'il précise bien que le vol n'est désormais utilisé que lors des phases de mouvement ou des déplacements hors suite ou poursuite. Une nouvelle règle qui change un petit peu, un changement que j'aime pas trop, mais bon, encore une fois, il faut essayer, hein, il faut jouer pour apprendre. La frénésie, je vous rappelle, une unité frénétique possède un bonus de plus une attaque, mais doit charger automatiquement, enfin, doit charger toujours une unité dès qu'elle est à portée de charge. La seule chose, c'est que cette règle a changé. Désormais, votre bonus de plus 1 d'attaque ne fonctionne que si vous chargez. Si vous faites un mouvement de suite ou de poursuite, ça fonctionnera aussi, mais c'est tout. C'est-à-dire que si vous encaissez une charge et que vous n'avez pas chargé ou contre-chargé, et bien tout simplement là, vous n'avez pas de frénésie. Vous n'avez pas votre plus 1 d'attaque. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment un pur malus maintenant, c'est-à-dire vous devez charger dès que vous êtes à portée de charge, mais derrière après, vous devez charger, sinon votre bonus que vous apporte cette règle ne vous sert à rien. Une petite précision pour les touches d'impact a été également amenée. Les touches d'impact, donc les chars qui vous rentrent dans la tronche lors d'un corps à corps par exemple, il y avait des débats sur quand est-ce qu'on pouvait utiliser les touches d'impact, vu que ça s'utilise à Initiative 10. Et bien là, ça a été clarifié par Games Workshop, c'est très intelligent, c'est même logique. Les touches d'impact se font dans la sous-phase où vous choisissez et livrez les combats. C'est donc avant même les initiatives de tout le monde. C'est prioritaire, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans le lard de tout le monde, et après avoir fait vos touches d'impact, c'est là que vous pouvez faire les défis et les initiatives des jeux. Autrement dit, vous perdez vos touches d'impact dans un duel, vous les faites avant le duel. La précision sur les grandes cibles, une autre règle également qui avait déjà été erratée dans la version 1, au bout d'un an du jeu. Les grandes cibles ne bénéficient toujours pas du couvert partiel ou du couvert complet, ça ne change pas pour ce qui est de la règle. Et il y avait quelque chose par rapport au tir contre les grandes cibles. Au début, ils nous disaient ça ne change rien. Ensuite, ils nous ont dit c'est tout le monde qui tire. Mais maintenant, ils ont clarifié tout ça et c'est logique. On revient en vieille version encore une fois. Les grandes cibles, si vous tirez dessus avec une unité de tir, eh bien, vous tirez sur 2 rangs au lieu d'un seul, quelles que soient vos armes, hein, armes de volée ou armes de tir en ligne directe. Et si jamais vous êtes même sur une colline et que la figurine en grande cible ne l'est pas, eh bien, vous pouvez même tirer sur 3 lignes de votre ligne de tir. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça évite les blocs de 60 archers empoisonnés gobelins ou rois des tombes qui vous balancent 60 tirs dans votre géant et qui vous le défoncent en un seul tour. Là maintenant, si vous avez fait des lignes de 5, vous aurez que 10 tirs. Et si vous êtes sur une colline, 15 tirs. C'est tout. En parlant des tirs, des lignes de gobelins empoisonnés ou des rois des tombes empoisonnés archers, une précision pour les attaques empoisonnées, et c'est même pas vraiment une précision, c'est un changement drastique de la règle. À la base, une attaque empoisonnée, quand vous touchez, avec un 6, vous blessez automatiquement. C'était quelque chose de très très fort en saturation. Les elfes sylvains pouvaient faire ça, mais il coûte cher à faire une saturation. Par contre, les morts-vivants ou les gobelins pouvaient le faire, et ça, c'était très très fort. Désormais, une attaque empoisonnée, qu'elle soit au tir ou qu'elle soit au corps à corps, je le précise bien, quand vous faites un 6 naturel pour toucher, vous ne blessez plus automatiquement. Vous devez faire votre jet de blessure derrière. Par contre, ce jet de blessure, si vous avez fait un 6 lors de votre touche, eh bien ce jet de blessure a plus 2 pour blesser l'adversaire. Exemple, vous tirez avec une force 3 empoisonnée sur une endurance de 3, vous faites un 6 pour toucher, vous blessez à 2+, au lieu de blesser à 4+. Par contre, si vous avez un tir force 3 qui touche en 6, une endurance 6, vous blessez sur du 4. Et ça va fiabiliser déjà les grosses endurances, mais surtout, ça va nerfer les spams de saturation de tir empoisonnés. Au corps à corps, c'est vraiment la même chose. Je précise bien également que c'est un jet de blessure qui est fait. Vous avez peut-être un modificateur de plus 2, mais un jet de blessure est un jet. Si vous faites un 1 à la blessure, même si vous avez plus 2, le 1 est toujours un échec. Voilà, c'est la petite précision sur l'attaque empoisonnée. Ça va changer beaucoup de choses sur l'attaque empoisonnée, mais c'est vraiment intéressant. C'est peut-être une règle qui disparaîtra dans le futur, encore une fois. On va voir comment les joueurs vont jouer avec ça. Je pleure un peu pour mes elfes sylvains, bien sûr, mais que voulez-vous. Franchement, j'aime bien la nouvelle règle, ça me donne envie de la tester, En parlant de nouvelles règles qui donnent envie d'être testées,
l'impétuosité. Voilà, l'impétuosité, la règle typique des chevaliers de croisade, la règle typique des calédoriens, etc. L'impétueux a changé à l'époque, enfin quand on a commencé de jouer. L'impétuosité, tu devais, dès que tu étais à portée de charge, tu devais jeter un dé, 1, 2, 3, tu faisais ce que tu veux, 4, 5, 6, tu devais charger les unités à portée. Et bien tout simplement, l'impétuosité a totalement changé. Désormais, dès qu'une unité ennemie arrive en portée de charge d'une unité impétuosité, et que de ton côté c'est ton tour de charge, eh bien tu dois faire un test de commandement. Et si tu réussis ton test de commandement, tu t'empêche de charger. On revient à la V8, littéralement, par rapport à la frénésie. Autrement dit, vos impétueux, maintenant, font des tests de commandement pour se réfréner de charger, et non plus une chance sur 2 avec un D6. C'est très sympa, ça permet un peu de contrôler, surtout ça va rendre l'armée de croisade bretonnienne intéressante, vraiment. Et derrière, ça sera aussi l'armée de Calédor, qui sera très intéressante pour les hauts elfes. Pareil, précision de règles par rapport au piétinement, comme ils l'ont précisé pour les touches d'impact. Les piétinements se font vraiment à la toute fin des corps à corps, c'est-à-dire après même les initiatives 1. On est bien tourné sur quelque chose où tout est bien séquencé, les touches d'impact, initiative 10 avant même les défis, les piétinements vraiment à la toute fin, après même les initiatives 1. Petite précision intéressante, mais il fallait la préciser. Là aussi, une règle qui était totalement nulle avant et qui a été tout à fait écoutée par Games Workshop, la stupidité des unités. C'est très bien ce qu'ils en ont fait, toujours dans la sous-phase de début de tour, au tout début de votre tour, vous faites vos tests de stupidité, tests de commandement, si vous le réussissez, vous faites ce que vous voulez, si vous l'échouez, votre unité qui est stupide ne peut plus se déplacer, ne peut plus tirer ou lancer de sort, ne peut même pas tenter de dissipation magique si c'est un personnage qui peut le faire, et elle doit tenir sa position uniquement si elle est chargée par un ennemi, vu que ça dure tout un tour, jusqu'à votre prochain début de tour. C'est donc enfin une vraie stupidité. Avant on pouvait juste ne pas charger, c'est presque la seule chose qu'on pouvait pas faire. Là vraiment c'est très bien d'avoir précisé ça et d'avoir fait ça. Courage aux joueurs, aux joueurs trolls, mais c'est vraiment cool d'avoir enfin des stupides qui sont vraiment stupides. Petite précision également pour la règle rapide qui a été là aussi mise à jour. Pour avoir dans une unité la règle rapide, il faut vraiment que toutes vos figurines de l'unité soient rapides. Vous ne pouvez pas une majorité, c'est vraiment toutes les unités qui composent toutes les figurines qui composent votre unité qui doivent avoir la règle rapide pour posséder une portée de charge qui est augmentée de 3 pas et pour avoir un jet de charge, de fuite ou de poursuite qui est augmenté de D6. Une précision par rapport à l'avant-garde, a été amenée, une précision qui va changer pas mal de gameplay, ça aussi, les cavaliers sauvages de Kurnous, les chevaliers errants également, enfin les chevaliers de croisade. L'avant-garde, désormais, si vous faites votre mouvement gratuit en début de partie grâce à votre règle avant-garde, eh bien vous n'avez plus le droit de charger au cours du premier tour. Que vous soyez joueur 1 ou joueur 2, c'est vraiment précisé, les unités qui ont la règle avant-garde, si elles utilisent l'avant-garde, ne peuvent pas déclarer de charge au premier tour. Point barre. Donc, plus de percée de 9 pas dès le début avec les cavaliers sauvages de Kurnous, c'est une charge tout de suite après. C'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin, si vous payez la bannière, parce qu'ils n'ont pas l'avant-garde de base. Mais voilà, c'est quelque chose qui est bien, ça évite un petit peu les espèces de missiles balistiques qui vous arrivent sur la tronche tour 1. C'est bien, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait pour ça. Une précision également pour la bande de guerre. La bande de guerre, je vous rappelle, plus vous avez de rang avec une unité qui a bande de guerre, selon son type d'unité et le bonus de rang qu'elle peut disposer, vous avez un bonus au commandement. Cependant, ce bonus de bande de guerre au commandement ne peut pas être utilisé, précision de la règle, pour les tests de retenue, donc pour tout simplement éviter de suivre ou poursuivre un adversaire, et c'est également impossible d'utiliser pour les impétueux. Voilà, c'est une bonne idée, par exemple pour les peaux vertes, votre bande de guerre, vous pouvez pas l'utiliser pour retenir votre impétuosité, c'est très bien, ça reste un petit peu, c'est-à-dire que vous avez votre commandement de base pour tester votre impétuosité, mais pas votre commandement modifié, donc tant que vous avez le personnage à côté, ça peut le faire, vous inquiétez pas, c'est juste la précision qui est bien. Précision, encore une fois, plein de petites précisions de partout, c'est pas mal, sachant qu'il y a des règles qui malheureusement n'en ont pas eu encore et on en a encore besoin. La rotation rapide, alors rotation rapide c'est une règle qui est extrêmement spécifique à un cas donné, c'est-à-dire les unités qui sont en ordre dispersé et qui font un mouvement sans une marche forcée. Donc vraiment, par exemple, des cavaliers en ordre dispersé font un mouvement de 8, ils ont le droit de se pivoter de 90 degrés.
Et bien là, il y a une précision, c'est que par rapport à cette règle, par rapport à la rotation rapide de vos unités en ordre dispersé, vous pouvez changer d'orientation à 90 degrés et faire ce mouvement gratos, entre guillemets, seulement dans la sous-phase des mouvements restants. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire de célérité arcanique. Par exemple, un sortilège qui vous faisait rebouger une seconde fois en phase de transfert, tout simplement, en phase de convenience, comme ils disent en anglais. Et en fait, certains joueurs utilisaient ces sortilèges pour pouvoir bouger et rebouger et rebouger et repivoter, repivoter, repivoter. Là maintenant, ça se passe seulement dans les sous-phases de mouvements restants et c'est tout. Autrement dit, vous pouvez plus énormément rebouger vos unités. C'est vraiment plutôt du méta là. C'est un changement de règle qui était déjà appliqué pour moi de base. Pour ce qui est des précisions sur les formations des tirailleurs, là aussi des petites précisions qui sont quand même très intéressantes. Les tirailleurs, quand ils finissent un combat, là on a enfin la précision qu'il leur faut, lorsqu'ils se séparent d'un combat, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ils se séparent d'une distance minimale possible pour adopter à nouveau une formation de tirailleurs, ce qui précise bien, vu que certains jouaient là-dessus, que les tirailleurs sont toujours décollés les uns des autres si vous êtes en formation de tirailleurs, sinon vous n'êtes plus en formation de tirailleurs. Également, chose importante pour les tirailleurs, si vous voulez déclarer une charge en étant tirailleur, eh bien, vous devez obligatoirement être à 50% de votre unité visible. C'est-à-dire que si vous avez, je me permets d'utiliser devant l'écran pour vous, des tirailleurs qui sont dans cette forme, c'est-à-dire plutôt sur la largeur, et que vous voulez charger à gauche ou à droite, vu que les tirailleurs bloquent eux-mêmes leur propre ligne de vue, eh bien là vous n'avez pas 50% de vos unités qui veulent charger à gauche ou à droite. Il faudrait que vous soyez comme ça pour avoir au moins 50% de vos unités qui vont charger par là-bas. Autrement dit, c'est pour éviter les charges beaucoup trop simples d'un flanc avec des tirailleurs. C'est une bonne idée. Si vous ne le faites pas, c'est important, votre unité perd sa cohésion et donc vous perdez des unités. C'est pas génial quand vous êtes tirailleur, c'est vraiment pas le gameplay qu'il faut avoir. Une précision aussi pour les machines de guerre, une précision que j'aime pas trop. Là aussi, c'est un peu sournois. Je n'aime pas très bien ça. Mais bon, encore une fois, je vous la présente. On est là pour les présenter. Les machines de guerre. Une machine de guerre peut pivoter librement sur son centre immédiatement avant de tirer pour faire face à l'ennemi. Et peut effectuer normalement un mouvement de suite. Donc quand vous gagnez un combat avec une machine de guerre, vous pouvez suivre un ennemi pour éviter qu'il vous recharge, mais surtout, vous pouvez pivoter librement sur votre centre immédiatement avant de tirer sans être un mouvement, mais simplement un pivot. Ça, c'est quelque chose qui va être très très chiant si vous tombez sur un gars qui aime bien un petit peu jouer tricky, par exemple avec un canon. Avec un canon, s'il y a une forêt qui est devant son canon, et que son canon... S'il y a une forêt qui est devant son canon et que son canon est tout simplement aligné parallèlement avec cette forêt, autrement dit, il est tirailleur, il peut voir autour, mais il ne peut pas voir à travers la forêt, eh bien, vous ne le voyez pas, non plus, il est derrière la forêt si vous êtes en face, eh bien, lui, avant de tirer, il aura le droit de pivoter gratuitement, et donc de rentrer un pas dans la forêt et de voir à travers la forêt pour vous tirer dessus. Bon, ça, c'est du mouvement un peu tricky, un peu spécifique. C'est adaptez-le ou discutez bien avec votre adversaire ou le joueur en face avant de faire les déploiements. Ah mais tu mets ton canon comme ça, mais pourquoi ? Bah parce que je peux pivoter avant et tirer à travers. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une précision qui a été faite, ça c'est vraiment une règle, par exemple vous la verrez pas chez moi celle-là. Parce que je mets pas mes canons derrière les forêts. Les précisions sur les tirs dans les personnages en unité. Ah, ça a été très intelligent. On sent quand même que Games Workshop a vu peut-être 2-3 rapports de bataille de sa communauté et a vu des trucs un peu bizarres. Genre, par exemple, des gardiens des tombes par 30 avec au milieu des princes des tombes en char léger dans le même régiment pour se protéger des tirs et avoir des bonus et avoir plein de PV. Intéressant comme gameplay, j'aime pas du tout, je trouve ça très très moche, mais c'est un jeu, on fait ce qu'on veut avec. On a eu sur la chaîne, nous, des gens extrêmement charmants, Gargarisme, je te fais un coucou, avec des joueurs d'épée contenant au milieu de leur régiment un porteur de la grande bannière, maître de chapitre sur demi-griffon, dans le même régiment. Alors ça a une gueule de fou, le régiment. Mais bon, là maintenant, Games Workshop précise bien quelque chose. Si jamais votre figurine votre personnage est du même type de troupe que les figurines qui l'accompagnent, c'est-à-dire infanterie ou cavalerie, ne peut pas être pris pour cible s'il est du même type qu'eux et s'il y a au moins 5 figurines du même type dans leur régiment. Autrement dit, vous mettez un chaman dans un régiment,
Vous pouvez pas le cibler. L'ennemi ne peut pas le cibler. Voilà, c'est fait pour. Il ne peut pas être ciblé au milieu de son régiment, vu que cet archer... Enfin, il a 20 archers autour de lui. Lui, c'est un chaman à pied. Pas de problème, ça marche. Par contre, si vous mettez au milieu un char de gardien des tombes, bah là, il n'est pas du tout du même type, on peut le cibler. C'est un personnage qui peut donc être ciblé volontairement. C'est pas mal, faut lui mettre tous les tirs dessus. Pas mal. Et surtout, vous allez me dire, mais attends, c'est un personnage, il est à côté d'une unité, il a le droit à une attention messire. Et bien là aussi, l'attention messire a été ratée au sens de cette règle. L'attention messire, si un personnage est touché par une attaque de tir et s'il y a au moins 5 figurines du rang du même type de troupe que lui dans l'unité, il peut effectuer son jet d'attention messire. Autrement dit, si tu as quand même mis un personnage d'un type différent dans une unité d'un type spécifique, tu n'as plus l'attention messire. Autrement dit, ton mec il est offert au tir si tu le laisses là-dedans. Les défis et les montures, petite précision de la règle également, certains voulaient spammer le carnage pour défoncer très rapidement les gros blocs d'infanterie, pour tout simplement, avec un personnage assez missile balistique, faire des dégâts énormément. En gros, un seigneur du chaos sur dragon te chargeait un régiment, toi tu voulais pas souffrir, donc tu envoyais ton petit sergent en défi, et le seigneur du chaos après te faisait un carnage monumental, le seigneur du chaos frappait, le dragon frappait, le piétinement boum dans ta tronche, et ça faisait des points de carnage énormes, et au final avec l'ordre serré qu'il possède, tu pouvais très rapidement perdre le combat. Là, ça a été une précision très intéressante. Si jamais, en suivant bien les initiatives de vos figurines, autrement dit, si l'initiative du dresseur est plus rapide que la monture, le dresseur frappe avant, il fait toutes ses attaques, et si le chevalier, le dresseur, tue le personnage en face en défi, eh bien toutes les attaques de sa monture, que ce soit une attaque de cheval ou 5 attaques de dragon, toutes les attaques de sa monture, y compris les piétinements, sont perdues. Ça c'est très intéressant. Donc c'est fini les spams de carnage sur les personnages pour gagner les combats plus rapidement. Donc attention quand vous chargez des gros blocs d'infanterie. Les armes de corps à corps, si vous avez une unité qui est engagée au combat et qui est munie de 2 armes de corps à corps ou plus, donc vous avez par exemple une hallebarde dans l'équipement de vos personnages et une arme de base bouclier, eh bien vous pouvez choisir à l'étape de choisir et livrer ces combats, donc à la première sous-phase des combats, vous pouvez choisir n'importe quand votre arme, soit la hallebarde, soit l'arme de base bouclier, soit l'arme lourde, etc., etc., etc. Ça change beaucoup par rapport aux unités qui ont beaucoup d'armes. Il n'y a plus besoin de briser le combat ou de séparer les unités pour rechanger d'armes correctement. Vraiment, vous pouvez mixer vos armes à chaque tour. C'est-à-dire que vous avez chargé, vous voulez vos armes qui fait très très mal, vous avez perdu le combat, vous avez reculé, l'ennemi après vous recharge, et bien là vous pouvez rechanger d'armes derrière. Donc tout ça est très intéressant en termes de gameplay, puis surtout ça fiabilise complètement le jeu, enfin surtout que ça rend beaucoup plus simple le jeu à comprendre. Vous avez plusieurs armes, tu les utilises au début du corps à corps et tu prends celle que tu veux. En parlant des armes, quelques changements sur les armes quand même. Un changement que je n'aime pas, le fléau. Le fléau, donc les armes à 2 mains fléau qui font très très mal, qui te donnaient plus 2 en force, PA-2 constant, et qui disposent maintenant d'une arme perforante 1 et qui sont des armes à 2 mains, et bien désormais pour avoir votre bonus de plus 2 en force et pour avoir votre bonus de arme perforante, donc la PA-2 reste toujours la même, vous l'avez tout le temps. Pour avoir le bonus de force et le bonus de perforation, il faut charger avec les fléaux. Et ça c'est dommage. Et ça c'est vraiment dommage, je trouve Games Workshop d'avoir fait ça, parce que un fléau, que tu charges ou que tu charges pas, techniquement tu te le prends dans la tronche, ça fait très très mal. Avant vous aviez votre bonus de force au premier round. Au premier round de corps à corps, que vous chargiez ou pas. Désormais il faut charger. Désormais il faut charger pour avoir votre bonus de force. Ça va nerfer beaucoup de monde malheureusement. Beaucoup d'unités et d'armements vont plus être très tournées sur les fléaux. Clin d'œil à Fridal malheureusement qui n'est désormais utile vraiment qu'en charge. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça je trouve pour les fléaux, mais bon encore une fois c'est quelque chose qui est adapté par Games Workshop. Il faut essayer pour se rendre compte de ce que ça fait. Également la Morgenstern qui est quasiment utilisée jamais par des joueurs, je crois que j'en ai pas vu beaucoup qui jouent la Morgenstern, mais au cas où, donc la boule, la Morningstar si vous voulez, hein, la boule avec plein de pointes, qui n'est pas attachée à une chaîne mais qui est attachée sur le manche. Là aussi, force plus 1, PA-1, arme perforante 1, et bien pour avoir le bonus de force et le bonus d'arme perforante, il faut charger également. Donc dommage, mais ça nerfe un petit peu tout ça. Contrairement à la hallebarde qui elle a toujours son force plus 1, qui a toujours sa PA-1,
qui a toujours son arme perforante 1, arme à deux mains, mais si vous chargez avec des hallebardes, avec une hallebarde ou des hallebardes selon votre régiment, si vous chargez, vous avez non pas PA-1, mais PA-2. Donc si vous faites un 6 en charge avec une hallebarde, vous enlevez 3 points d'armure en blessure. Un 6 en blessure. Les chars guerriers du chaos avec des hallebardes derrière, ça rigole plus du tout. Hein. Vraiment, ça ne rigole plus du tout. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour, je trouve, la hallebarde, mais le fléau derrière se fait nerf. C'est un peu dommage quand même. Pour ce qui est de la lance de joute, là aussi, hein, vous savez, la grande lance de cavalerie des Bretoniens, enfin de tout chevalier lourd, entre guillemets, qui peut avoir la lance de joute, il y avait des petits problèmes par rapport au fait que vous aviez percé, donc à la fin de votre combat, vous aviez tué votre adversaire ou mis en fuite votre adversaire, et vous perciez la ligne, et vous rentrez dans une autre charge d'un personnage, c'est-à-dire vous avez chargé avec votre régiment, vous avez tué votre adversaire, vous êtes en percé, vous avez percé la ligne adverse et vous avez, pouf, tanké une autre unité derrière, vous avez, poum, rentré dans l'art d'une autre unité. Sauf que c'était pas votre tour de frapper après, c'était le tour de l'adversaire. L'adversaire vous contrechargeait avec une seconde unité, c'est-à-dire que vous aviez une unité qui a été chargée, boum, avec vos chevaliers, et vous aviez une troisième unité qui venait se rejoindre à la fête, et qui venait essayer de tuer vos chevaliers. Eh bien, il y a une précision par rapport à lance de joute, les lances de joute ne donnent leur bonus de force que contre l'unité qu'elles ont chargée. Parce qu'il y en a certains qui étaient un peu tricky, qui disaient, mais attends, mais mes chevaliers sont en charge, donc j'ai de force 6 partout. Non, tu n'as force 6, ou en tout cas, ton bonus de force et de PA, que contre l'unité que tu as chargée, et non pas contre tout le corps à corps. C'était logique de faire comme ça, mais ils l'ont mis sur table, mis sur papier, et c'est intelligent. Une précision sur les valeurs d'armure maximale a été posée par Games Workshop. L'infanterie et la cavalerie ne peuvent jamais avoir une valeur d'armure meilleure qu'un 2+, et les chars, les monstres et les machines de guerre ne peuvent plus avoir une armure qui monte à 2, elle restera à 3+. Terminé les dragons ou elfes avec armure de plus, invulnérable 5, régène 5. C'est fini, c'est maximum 3+, pour les chars, les monstres et les machines de guerre en armure. Tout bonus, quel qu'il soit, qui améliorerait l'armure d'une figurine au-delà de 2+, pour l'infanterie cavalerie, 3+, pour chars, monstres et machines de guerre, n'a aucun effet. Vous pouvez pas mettre des sorts dessus pour essayer de booster tout ça. C'est nerf tout ça, c'est nerf. On ne peut plus avoir autant d'armure, mais ça reste comme très intéressant. Hein. 3+, ça tangue bien. Les Space Marines savent de quoi on parle. Là aussi, Games Workshop nous propose une mise à jour sur la règle mort ou en fuite, c'est-à-dire en calcul de reset de combat à la fin de votre corps à corps, enfin à la fin même de votre partie. Chaque unité ennemie réduite à 25% ou moins de sa puissance d'unité de départ à la fin de la bataille, ou si sa puissance d'unité est égale à ses points de vie de départ, à 25% ou moins de ses points de vie de départ, rapporte un nombre de points de victoire égal à 50% de son coût en points en arrondissant en entier supérieur. C'est nul. je n'aime pas ces règles. Voilà, je n'aime pas ces règles. Ça te force à faire des maths alors que tu viens de faire 3 heures de partie avec ton pote. J'ai une version plus simple. Encore une fois, c'est pas moi qui ai la science omnisciente. Vous faites comme vous voulez. Vous jouez avec les règles de Games Workshop. Faites les règles de Games Workshop, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup plus adapter le fait que vous avez une puissance d'unité ou même vous avez des PV par chaque figurine. Chaque PV que vous marquez est égal au point de la figurine. C'est-à-dire, vous avez un personnage qui a 7 PV, par exemple le Shugengan Kateyan, avec le seigneur Shugengan Kateyan avec ses 7 PV, il vaut 220 points, vous faites 220 divisé par 7 à l'entier supérieur. Si jamais vous enlevez un PV, vous marquez 1/7 des points. Si vous enlevez 5 PV, vous enlevez 5/7 des points. Et vous avez marqué ça. Point barre. Voilà, point barre. Je préfère largement faire ça. Et surtout, ça empêche aux personnages d'avoir aux joueurs d'avoir des persos à 9 PV, de les faire tomber à 5, 4, et hop, de les faire se barrer et de plus perdre de PV. Et donc de plus perdre de points tout court sur la partie alors que le mec vaut 500 points. Bref, je préfère largement faire comme ça parce que si t'as enlevé 50% de l'unité, tu lui fais très très mal quand même en termes de points. Bref, faites comme vous le désirez encore une fois. N'oubliez pas que les scénarios sont là pour être adaptés par la communauté, tant qu'ils sont équitables, bien évidemment. Voilà, là on a parlé des changements de règles plutôt simples qui s'adaptent assez facilement. Certes, ça peut déjà nous changer un petit peu nos habitudes, mais c'est quelque chose qui s'apprend et qui, plus vous allez jouer, plus vous allez très rapidement oublier l'ancienne version et rejouer à cela. C'était donc les points de règles simples. Les points de règles qui ne changent pas beaucoup, ou en tout cas qui n'impactent pas énormément le jeu. Cependant, Games Workshop a changé deux choses. Ils ont changé deux choses par rapport au spam de magie beaucoup trop puissant des niveaux 4 par rapport à une armée qui n'aurait pas de magie ou à des armées qui auraient des magies niveau 1 ou 2. La magie a un petit peu changé à Warhammer Old World. C'est simple.
Vraiment, c'est extrêmement simple, c'est juste à réapprendre à jouer, là aussi, mais c'est une transition très bien pour la suite. La magie dans Warhammer Old World, vous avez un sorcier niveau 1 ou un sorcier niveau 2. Lorsque vous lancez un sortilège, vous jetez 2 dés et vous ajoutez non plus votre niveau de magie, mais vous ajoutez 1, si vous êtes un niveau 1 ou 2. En gros, vous divisez par 2, à l'entier supérieur. Autrement dit, les mages niveau 1 ou 2 maintenant, lorsqu'ils lancent des sorts ou lorsqu'ils les dissipent, n'ont qu'un bonus de plus 1. Les mages niveau 3 ou 4, divisé par 2, arrondi à l'entier supérieur, n'ont qu'un bonus de plus 2 au cast ou à la dissipe. Ce qui fait que l'écart entre les deux n'est plus vraiment énorme, mais surtout, ça change drastiquement pas mal de choses. Heureusement, Games Workshop a été très intelligent, a baissé énormément les valeurs des sortilèges pour beaucoup d'entre eux. Certains n'ont pas bougé, pour rester quand même dur à être lancés. D'autres ont été nerfs, ont été baissés en valeur de lancement pour justement coller à ce changement de lancement de magie. Les objets de sort également, qui étaient niveau 1, 2, 3, ont été également diminués, bien sûr, hein, faut pas rêver non plus quand même, ils ont été intelligents là-dessus. Donc ça, la magie qui devient beaucoup moins létale, en tout cas beaucoup plus dure à lancer, parce qu'en même temps on est à l'époque de Old World, la magie se réveille avant la tempête du chaos d'Assavarkul. C'est très bien d'avoir fait ça, ça évite les spams de niveau 4, c'est très bien, moi j'aime bien quand c'est comme ça, c'est juste à réapprendre et à rejouer. Peut-être qu'on jouera moins de mages ultra bourrins, par contre il y a toujours des petits tricks, hein, les amis, pour pouvoir justement changer tout ça. Si vous êtes par exemple un chaman orc et que vous êtes dans un régiment de plus de 10 orcs, d'une PU de plus 10, bah vous avez un plus 1 pour lancer vos sorts, donc vous pouvez quand même arriver à plus 3. Les sorciers de Tzeentch, dans des régiments avec la marque de Tzeentch, également ont ça. C'est très intelligent de faire ça aussi pour bien montrer qu'il y a quelques petits tricks qu'on peut avoir. Les cabales de sorciers Umbet, ou alors les regroupements de sorciers Shugengan Katéens, ont toujours des bonus qui sont quand même assez intéressants. Ça, c'est déjà le premier changement pour la magie. Il y a d'autres précisions qui ont été mises pour la magie qui sont très intelligentes, vraiment. Si vous faites un fiasco 8 ou 9, c'est bien précisé désormais que c'est que le sorcier qui a lancé le sortilège en fiasco 8 ou 9 qui ne peut plus lancer d'autres sorts pour le reste du tour en cours, et non pas le joueur qui ne peut plus lancer de sorts du tout. Très intelligent d'avoir précisé ça. Les dissipations de vos sorciers ont également changé, très simplement là aussi. Si jamais vous pouvez dissiper, vous dissipez avec vos portées de 18 pas ou de 24 pas selon votre niveau de magie. 18 pas pour niveau 1 et 2, 24 pas pour niveau 3 ou 4. Mais, si vous êtes en fuite, vous ne pouvez pas, toujours. Si vous n'êtes pas sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas toujours également. Mais les sorciers qui étaient engagés au corps à corps, avant ne pouvaient plus dissiper. Désormais, les sorciers engagés au corps à corps peuvent tenter une dissipation avec leur bonus de sorcellerie, seulement s'ils sont eux-mêmes la cible du sortilège adverse ou si l'unité où ils sont est la cible du sortilège adverse. Très intelligent d'avoir fait ça. De plus, si vous avez un vortex magique ou un sort reste en jeu qui est autour de vous, et que vous avez un sorcier éligible pour le dissiper, eh bien ce n'est plus une dissipation contre le sorcier qui a lancé le vortex, et donc la portée qu'il va falloir faire. Vous avez simplement à avoir en portée de dissipation le vortex lui-même, ou le sort reste en jeu pour le dissiper. Et ça aussi, c'est très très malin d'avoir fait ça. Bien joué Games Workshop d'y avoir pensé. Par rapport à ces vortex ou les objets sur la table, il y a deux précisions également qui ont été faites pour là aussi casser un peu les destructeurs de lignes qu'on pouvait avoir, comme le pilier de flamme, où vous ameniez un sorcier sur le flanc d'une unité, sur même le flanc de toute la ligne de combat au début de partie. Vous lanciez votre pilier de flamme dans un axe qui traversait toute la ligne, et tout simplement, vous faisiez suffisamment de pas pour traverser le premier régiment, et après, brrr, certains jouaient comme ceci, pour traverser la ligne. On l'a même fait sur la chaîne ici. Et bien là, il y a une précision. Je vous montre avec, là encore une fois, le petit socle régimentaire que j'ai, et un vortex. Si jamais vous lancez un vortex, regardez, clac. Si vous lancez un vortex, depuis ce point, vous le lancez en direction du régiment adverse. Imaginons que vous faites 6 pas. Vous arrivez ici. Vous avez lancé un sort qui part comme ça. Avant, on avait le droit, vu que le sort partait comme ça et qu'on ne peut pas laisser un vortex sur un ennemi, on traversait tout son régiment et on allait le poser là.
pour faire le plus de dégâts possible. Et justement, s'il avait un autre régiment ici, eh ben, il continuait parce qu'il ne peut pas s'arrêter sur un régiment adverse. Et donc, on pouvait traverser toute la ligne adverse. C'était un peu méta, mais c'était très fort. Là, désormais, règle spéciale des vortex, une fois que vous avez terminé le mouvement d'un vortex, vous devez, si vous ne pouvez pas le laisser sur une unité ennemie, vous devez sortir le vortex au plus court de l'unité adverse. Donc là, si je viens comme ça, j'ai fait 5 pas, le vortex s'arrête ici, et ben regardez, il dépasse un peu sur le haut, pouf, je dois le sortir ici. J'ai plus le droit de le faire comme ça. C'est au plus court. Pareil, hein, si jamais mon vortex fait 8 de pas, je m'arrête ici, et ben là, je dois le sortir là. C'est quelque chose d'extrêmement simple, et surtout qui fiabilise complètement le fait de lancer des vortex qui deviennent ingérables. Là, maintenant, au moins, c'est gérable. Vous pouvez plus vous faire traverser entièrement la tronche pour ça. Précision également pour ce qui est des vortex et des objets sur la table. Si jamais, par ces déviations, il sort de la table, il est totalement sorti. Il est dissipé, en gros. Il s'arrête hors de la table. Il ne rebondit pas, comme moi je le faisais, par exemple, sur mes parties. C'est très intelligent d'avoir fait tout ça. Je trouve la magie qui devient moins forte avec les niveaux 4, les petites précisions sur les vortex, le fait tout simplement que vous pouvez un petit peu dissiper toujours, même si vous êtes au corps à corps, et la baisse des valeurs de sorts pour éviter que ça devienne trop dur à lancer, c'est très malin. C'est juste que maintenant les résistances magie vont vraiment être un cancer. Voilà. Quand vous êtes sorcier et que vous avez des résistances magie en face, oubliez vos sorts, enfin vos bonus de sorts. Hein. Il va falloir faire des bons jets au dé. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des objets qui peuvent vous donner des résistances magie -3. Sachant que le maximum que vous pouvez avoir c'est +3 avec des règles très spécifiques pour vos sorciers. Donc c'était voilà. Disons que les nains vont être chiants. Voilà, ils le sont déjà, mais alors là vraiment ils le sont encore plus. Enfin. Le gros changement que je vais vous parler, alors il y a encore plein de petits trucs en foire aux questions, etc. Le document est disponible traduit en français sur Warhammer Community. Allez le voir si vous avez encore plus de questions ou venez sur le Discord. On vous répondra également cordialement et gentiment, ne vous inquiétez pas, pour ce qui est des règles. Mais là, c'est le gros changement. C'est le gros changement de cette version. C'est cette mise à jour qu'on attendait vraiment par rapport au combat au corps à corps et surtout par rapport à l'infanterie. L'infanterie dans Warhammer World, elle avait quand même du mal à tanker. Le but d'une infanterie, hein, c'est de tanker. Hein. C'est d'avoir beaucoup de monde en bloc d'infanterie, de le placer à un endroit et de dire viens là, c'est mon enclume. Hein, voilà, tu vas te casser les dents dessus et derrière moi, je viendrai te choper. Sauf que c'était dur à l'infanterie avec le fait de perdre les premiers rangs à l'initiative si jamais vous ne chargez pas et de ne plus avoir de riposte, etc. C'était compliqué. On avait aussi des abus complets qui ont été faits avec des lignes de 20 figurines de bretteurs ou alors de tireurs bretteurs qui suffisaient d'être encaissés par une seule personne et pouvaient tous frapper. C'était un peu aberrant. Désormais, Games Workshop et Warhammer Old World a recentralisé tout ça toujours en s'inspirant des vieilles versions. Désormais, le rang combattant, c'est-à-dire les figurines qui combattent, quand 2 unités sont engagées en combat, toute ligne de figurines rang en colonne qui a au moins une figurine en contact socle à socle avec l'ennemi est appelé le rang combattant. Toute figurine qui est dans un rang combattant, tout ça pour l'instant c'est la même règle qu'avant, et à distance en pouce égale à son mouvement de l'unité ennemie, peut combattre. Cela représente les figurines qui s'approchent de l'ennemi. Et ça c'est intelligent. C'est-à-dire, vous êtes en corps à corps contre quelqu'un, vous avez un régiment plus large que l'adversaire, donc techniquement toute votre ligne, parce qu'il suffit d'avoir une figurine en contact socle à socle pour que cette ligne de figurines soit un rang combattant. Sauf que si vous avez une ligne de 12 et que l'adversaire a une ligne de 4 et que vous avez mouvement 3, eh bien ceux qui sont en contact socle à socle frapperont, ceux qui sont à 3 pas de l'unité ennemie pourront frapper. Tous ceux qui dépasseront de cette 3 pas, vu que vous avez mouvement 3, eh bien vous ne pourrez plus frapper. Vous n'aurez plus d'attaque de soutien. Ça, c'est très intelligent. C'est très intelligent d'avoir fait ça.
Je suis pas très fan qu'ils aient mis l'idée de mouvement au milieu. Heureusement, Forge 3D ou tout simplement vous-même, vous faites des portées, des espèces de demi-cercles d'arc de portée, hein, pour savoir où est-ce que vous pouvez frapper, où est-ce que vous pouvez pas frapper avec un mouvement 3, mouvement 4, mouvement 5, ou voire mouvement 6 si vous en avez en figurine. Et ça sera très pratique de le faire. Voilà. Encore une fois, c'est pour avoir des bons blocs d'infanterie, mais pas non plus abuser là-dessus. Donc pour l'instant, j'espère avoir été clair. Vous êtes en contact socle à socle, vous pouvez frapper normalement avec toutes vos attaques, c'est la règle spéciale la L qui ne change pas. Vous êtes sur le rang combattant mais pas en contact socle à socle à portée de votre mouvement de l'unité ennemie, vous pouvez frapper avec une seule attaque. Voilà. Tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne. Les attaques de soutien, les figurines dotées d'armes qui leur permettent d'effectuer une attaque de soutien, comme les lances par exemple, les lances permettent des attaques de soutien, peuvent le faire si elles sont dans le rang ou la colonne directement derrière le rang combattant. Autrement dit, vous avez un second rang derrière, enfin vous avez le rang avec des attaques de soutien qui peut frapper, toujours avec cette limite d'être directement derrière le rang combattant, mais aussi d'être à portée de votre mouvement. Ça aussi c'est très intelligent pour éviter d'avoir des profondeurs de fou et de complètement briser le jeu. Là au moins, on a quelque chose qui est très intelligent. Bien sûr et évidemment, les attaques de soutien ne peuvent pas être effectuées sur les flancs ou l'arrière d'une unité, sauf si vous avez des règles spéciales d'unité, comme par exemple la garde phénix ou les gardes noirs. Ou alors les gardiens de Tal'Sin. Mais voilà, tout ça, ce n'est que du détail. Autrement dit, si par exemple vous frappez également sur le flanc d'une unité et qu'elle vous riposte, si elle a des attaques de soutien permises par des règles spéciales, elle peut vous frapper aussi sur plusieurs rangs sur les côtés. Attention, c'est vraiment que certaines unités qui peuvent le faire. Cependant, ça c'est donc le rang combattant pour tout le monde. D'accord ? Ça a bien été précisé pour tout le monde. Mais, il y a une mise à jour par rapport à l'infanterie. L'infanterie, on est d'accord que quand tu rentres dans un bloc d'infanterie, techniquement l'infanterie te submerge à un moment ou à un autre, sauf si toi aussi tu es un bloc d'infanterie. L'infanterie gagne 3 règles. Et j'ai bien dit infanterie, mais pas les infanteries monstrueuses. Autrement dit, infanterie régulière, toutes les infanteries quasiment du jeu qui ont 1 PV, et les infanteries lourdes. Les nains, les chevaliers bretoniens, j'en ai plus, les gardes de jade, enfin bref, plein d'unités. Infanterie régulière, infanterie lourde, vous gagnez la règle le feu de l'action. Hormis durant un tour où vous avez chargé, le rang combattant d'une unité qui a cette règle, et qui est en ordre de combat, bien sûr, non pas en colonne de marche, le rang combattant n'est plus de 1 rang, mais de 2 rangs pour l'infanterie. Direct. On parle pas d'attaque de soutien là, on parle de rang combattant. Autrement dit, vous avez une seule ligne de combat si vous n'êtes pas de l'infanterie, vous en avez 2 si vous êtes chargé, ou enfin en tout cas si vous n'avez pas chargé en tant qu'infanterie. Mais c'est pas fini. Il y a également la règle masse d'infanterie. Le poids du nombre peut avoir raison de l'adversaire. Quand on détermine les résultats de combat, si un camp a une puissance d'unité supérieure à l'autre, supérieure strictement, hein, et inclut au moins une unité avec cette règle, donc la règle masse d'infanterie, le camp concerné gagne automatiquement +1 de résultat de combat. Ben oui, parce que vous êtes plus nombreux que l'adversaire, vous le poussez. Enfin, infanterie légère, infanterie lourde, tant qu'elle est engagée au corps à corps, ça ne fonctionne pas pour les tirs, tant qu'elle est engagée au corps à corps, une figurine avec cette règle parade, qui est équipée d'une arme de base et d'un bouclier uniquement, améliore sa sauvegarde d'armure de 1 jusqu'à un maximum de 3+. Donc pas de brise-fer à 2+ d'armure, sauf avec sortilège. Donc, la parade augmente un guerrier des clans, Skaven, armure légère, bouclier au corps à corps à 4+ d'armure. Un épéiste impérial à 4+ d'armure. Un brise-fer à 3+, mais il l'avait déjà. Enfin, il l'avait presque déjà. Enfin bref, les guerriers du chaos, armure lourde, bouclier, arme de base, au corps à corps, c'est 3+, comme avant. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc, imaginez maintenant, les hallebardes, quand elles vous chargent, elles ont plus de PA, pour les infanteries. Les infanteries en armes de base bouclier, qui sont littéralement là pour tanker, parce qu'elles ont quand même la moitié d'une valeur d'armure, 4+. Les gardes catéiens, les gardes de jade catéiens avec 4+, relance D1. Enfin, 3+, relance D1, parce qu'ils ont déjà une 4+ de base. Ça commence à faire quand même des masses défensives.
Vous jouez un pack d'infanterie avec des lances, vous frappez sur 3 rangs, un adversaire de front, avec en plus des mecs qui dépassent. Donc je vous ai fait un petit schéma pour essayer de vous représenter ça. Donc par exemple, le schéma que je vous montre ici même, c'est si vous avez une unité qui a mouvement 4, comme l'infanterie impériale par exemple, qu'une unité de 4 figurines de large vous charge, vous avez envers les figurines du rang combattant en socle à socle, qui elles donc utilisent toutes leurs attaques dans un corps à corps, parce que n'oubliez pas que si vous n'êtes pas au contact socle à socle avec une unité, vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes vos attaques au corps à corps. Vous avez les figurines en vert clair qui sont dans le rang combattant, le nouveau rang combattant apporté par Games Workshop lorsque vous ne chargez pas avec de l'infanterie, qui eux n'ont qu'une seule attaque, et je vous ai mis en violet les attaques apportées en attaque de soutien si vous avez des lances. Je vous laisse compter donc le nombre d'attaques que ça peut faire avec simplement des lanciers impériaux. Voilà. Parce que là c'est mouvement 4. Je vous rappelle que les elfes ont mouvement 5. Juste, voilà, c'est pour le lol, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir de partager ça. Donc ça, c'est le grand changement du corps à corps de l'infanterie. L'infanterie va donc, si elle perd son premier rang au combat parce que l'ennemi a rechargé et a tué avec ses touches d'impact ou son initiative supérieure la première ligne, bah ça suffira pas. Il faut avoir beaucoup d'attaques en première ligne pour tuer toute l'infanterie pour éviter qu'elle vous réplique. Si vous n'avez pas suffisamment fait de dégâts, elle vous répliquera quand même un petit peu sur la tronche. Heureusement, ce ne sera pas souvent les attaques les plus nombreuses, ce sera les attaques sporadiques. Mais c'est très intelligent d'avoir fait ça. Je suis un peu moins fan d'avoir mis les valeurs de mouvement au milieu parce que ça va faire soit des mesures un peu chiantes, soit encore une fois des axes de vue avec des papiers ou alors des gabarits qu'on vous fera avec Forge 3D qui seront intéressantes. Mais vraiment, je trouve ça sympa. Vraiment, ça fait enfin le retour des blocs d'infanterie et plus de Linehammer. Les grandes Linehammer de 20 personnes qui faisaient des tables très très moches. Précision également importante quand même, si vous avez des lignes d'infanterie qui ont vol 10 comme les harpies ou vol 9, la valeur de mouvement du vol ne rentre pas en compte pour faire des attaques de soutien. C'est que la valeur de mouvement native, pas la valeur de mouvement de vol. C'est intelligent aussi d'avoir précisé ça dans les règles Games Workshop. Donc tout ça, je pense avoir fait bien le tour. Il est possible que j'en ai oublié, je suis désolé si j'en ai oublié. Et encore une fois, je ne vous ai pas parlé des questions qui ont été posées par les joueurs, qui sont très souvent en fait des questions par rapport aux règles qu'ils ont mis en place, qu'ils ont bien précisées en détail dans la FAQ, dans la foire aux questions. Deux petites choses par rapport à la sauvegarde invulnérable, qui est donc devenue vraiment une sauvegarde à part entière, vraiment une invulnérable tout court, parce qu'il y avait des débats sur le fait que c'est une sauvegarde tu l'oublies, tu la perds, si j'ai une sauvegarde qui l'annule. Voilà, c'est tout simple. L'invulnérable ne peut jamais être annulé, sauf précisé. Voilà, c'est-à-dire que vraiment l'invulnérable, tu l'as, point, c'est posé. Représentant quelques protections magiques, les jets de sauvegarde invulnérable se font de la même manière que les jets de sauvegarde d'armure en jetant un D6 et en comparant le résultat de la valeur d'invulnérabilité. La valeur d'invulnérabilité d'une sauvegarde invulnérable est toujours indiquée soit dans la description de l'objet ou du sort qu'il accorde, soit après le nom de la règle spéciale. Les règles qui affectent les valeurs d'armure n'affectent pas les valeurs d'invulnérable, sauf indication contraire comme annuler toute sauvegarde. Ça par exemple, là ça s'annule. Donc ça c'est très intelligent d'avoir précisé ça en papier. Cependant, Games Workshop a précisé également autre chose sur la troisième façon de se sauver qu'on avait, c'était la régénération. La régénération X+, change. La règle change. Aussitôt après avoir perdu un PV, mais avant que les figurines avec 0 PV ne soient retirées du jeu, une figurine ayant cette règle spéciale peut faire une sauvegarde de régénération en jetant un D6 et en comparant le résultat avec sa valeur de régénération X+. Si le jet de sauvegarde de régénération est égal ou supérieur à la valeur de régénération de la figurine, si vous avez réussi votre jet, le point de vie est perdu, le point de vie perdu est récupéré, mais reste tout de même calculé dans le résultat de combat. Les règles qui affectent les valeurs d'armure n'affectent pas les valeurs de régène, sauf indication contraire, par exemple si on annule les régénérations dans la règle. Ce qui fait que, désormais, on sait vraiment l'ordre de jet des sauvegardes. D'abord l'armure, ensuite l'invulnérable, et à la fin, avant de retirer ta figurine qui est à 0 PV, la régénération. Mais surtout, c'est après avoir perdu 1 PV ou X PV. Donc, comme je la comprends, parce que là il y a quelques débats sur cette règle, donc encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais avec des arguments s'il vous plaît. La régénération s'applique
après les blessures multiples. Par exemple, vous avez un tir de canon D3 PV qui vous frappe. Il vous enlève 2 points d'armure. Vous avez une armure 4+. D'abord, vous faites votre sauvegarde d'armure. Si vous faites un 6, vous avez empêché le boulet de canon de vous faire mal. Si vous n'avez pas fait de 6, le boulet de canon vous fait mal. Mais derrière, vous avez encore votre invulnérable. Imaginons, vous avez une invulnérable 5+. Vous tentez votre jet, vous avez loupé votre 5+. Là, le joueur adverse va jeter son D3 de PV. Parce qu'il vous a passé l'armure, passé l'invulnérable. Il fait 3. Dommage pour vous. Il fait 3 PV. Et bien là, aussitôt après avoir perdu 1 PV ou X PV, donc là 3 PV, jetez votre régène. Pour moi, je la comprends comme ça. Jetez votre régène. Si vous la réussissez, vous encaissez le PV, mais il reste dans le résultat de combat si c'était pas un canon. Donc, pour moi, on donne l'ordre correct de la régénération. Mais là, il y a eu un débat, on l'a eu hier, on avait plus de 250 personnes, voire 300 sur le stream. La régénération, donc, si on comprend bien, c'est avant de retirer les figurines à 0 PV. Sauf que la régénération, les morts-vivants la possèdent. Et les morts-vivants possèdent la règle instable. La règle instable s'applique en enlevant des PV lors du résultat de combat. Mais est-ce que ça veut dire donc qu'ils ont une régénération sur leur instabilité maintenant? Pour moi, non. Pour moi, non, l'instabilité, tu perds, c'est tout. T'as perdu, tu fonds, en fait. T'as rien qui peut te sauver de ça. Également, une régénération, est-ce que, avant que tu perdes ton dernier PV, bah, t'as le droit de faire une régène sur un test de terrain dangereux? La règle est assez floue. C'est peut-être l'une des seules règles qui est assez floue dans la FAQ, que je trouve dommage. Donc, si vous voulez mon propre point de vue, la régène se fait avant de perdre tes PV, enfin, après avoir eu le nombre de PV que tu perds. Si tu réussis ta régène, t'as réussi. Si tu réussis pas, t'as perdu. Mais elle ne peut pas s'appliquer sur l'instabilité parce que ça rendrait vraiment n'importe quoi pour ce qui est des morts vivants, je trouve. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, et c'est peut-être comme ça que Game Workshop veut le jouer. Mais alors, personne, je ne veux pas jouer contre des lignes d'infanterie énormes de morts vivants. Clairement, ça ne donne pas vraiment envie de les affronter s'ils ont des régènes, même sur leur instabilité. Donc voilà, ça c'était la dernière, c'est pour ça que je vous la mets à la fin, pour mon petit point de vue où je ne suis pas très sûr, et même où la commune n'est pas très sûre. J'ai vu des débats en anglais, des débats en français, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. En tout cas, vous le saurez que sur Warhammer Amateur, on n'appliquera pas ça sur l'instabilité ou sur les terrains dangereux. Ça restera des pertes de PV directes, point barre, pour éviter que ça soit un peu trop fort d'un côté ou de l'autre. Pour toujours une idée d'équité. Donc ça, ce sont toutes les règles qui ont changé. Toutes les règles qui ont changé, qui ont pu être mises à jour, etc. Je trouve que Games Workshop a fait du bon travail. Je suis pas très fan de quelques-unes de leurs règles, je me suis exprimé dessus. Mais vraiment, principalement, c'est bien. C'est bien. Des petites précisions, vu que la magie a un petit peu changé, certains objets et sorts ont changé. Encore une fois, allez voir le papier lui-même. Je vais pas tout vous afficher à l'écran. Encore une fois, il est gratuitement téléchargeable. Mais il y a eu aussi des petits changements par rapport aux armées. Alors par contre, il y a eu des changements pour des armées uniquement pour les 10 armées principales de Games Workshop. Les armées légendes n'ont eu aucun changement. C'est bien dommage, mais elles n'ont pas eu de changement de stats, de points. Par contre, toutes les règles qui sont appliquées pour le livre de règles, ce que je viens de vous présenter, s'applique aussi pour les armées légendes si vous les jouez. Évidemment, l'infanterie, la magie, etc., etc. Mais, il y a des précisions pour les armées, pour certaines mises à jour, ou pour cette mise à jour de points. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas à 40K, il ne change pas tout. Précision donc pour les hordes sauvages, on y va. Les hordes sauvages, pour ce qui est des peaux vertes, les lâchers des fanatiques ne peuvent pas être faits si vous êtes en fuite ou si vous êtes en colonne de marche. C'est plutôt logique, merci. Les bandes de trolls sont devenues bandes hétéroclites. Vous pouvez avoir des trolls à armes de base, des trolls à double arme de base, des trolls à armes lourdes dans la même unité. Vous avez le pic goret de Porco qui a été changé. Il n'a son bonus de force et le PA que si vous chargez. Le casque à coup de boule est réduit à 0,1 par figurine, plutôt logique aussi. Le crasse-tête et la malédiction de Mork ont eu des modifications par rapport à la valeur de lancement de sort, comme vous le comprenez. Pour ce qui est des guerriers du chaos, la monture démoniaque est désormais accessible pour l'aspirant champion. Le champion exalté et le seigneur du chaos ont droit désormais à la manticore, et le dragon du chaos est également disponible pour le champion exalté et le seigneur du chaos
c'est plutôt sympa. Les trolls du chaos sont également passés en bande hétéroclite. Les dragons du chaos ont gagné la règle impétueux, mais avec la règle impétueux en jeu, c'est intéressant. Et surtout, les chevaliers du chaos de base ont gagné la contre-charge. Enfin enfin, ça c'était un peu une aberration qu'ils ne l'avaient pas. C'est très intelligent, merci Game Workshop d'avoir fait ça. Ils y ont pensé, c'est cool. Petite précision pour les chaotiques, la splendeur diabolique qui fait que vous avez un -1 pour être touché de mémoire n'est applicable désormais plus que pour l'infanterie et la cavalerie. Vous pouvez plus le mettre sur vos chamans sur char ou sur vos personnages sur monstres. C'est malin d'avoir fait ça. L'aura enchanteresse qui vous fait frapper en dernier si vous êtes au contact de cette figurine n'est disponible maintenant plus que pour l'infanterie et la cavalerie. Là aussi pour éviter de le mettre sur des chars ou des monstres. La marionnette infernale peut être utilisée, à moins d'être en fuite ou engagée au corps à corps, à 15 pas d'un sorcier ennemi lors de son jet de lancement, donc ça va être un cancer pour faire de l'anti-magie. Les dragons ogres, pour les hommes bêtes ou les guerriers du chaos, sont passés à 59 points, c'est le seul changement de points qu'on a pour l'instant dans les hordes sauvages. Deuxième changement de points que nous avons dans les hordes sauvages pour les rois des tombes. Les rois des tombes, leurs chars squelettes sont passés à 41 points, voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et le vortex des âmes par exemple est passé, genre en gros l'arche des âmes damnées est passé à niveau de puissance 2 pour coller au changement de niveau de magie dans la magie de Old World. Vous avez l'incantation de dessiccation qui est passée à 9+, et vous avez le fléau des crânes qui lui aussi ne donne son bonus de force que lorsque vous chargez pour le fléau des crânes. Précision, l'arcane journal des peaux vertes, le fracasse crâne de Kiknik par exemple, vous devez choisir celui de Kiknik, qu'est-ce qu'il va utiliser, quel format il va utiliser en choix d'armes, donc en choisir et livrer les combats. Le tourbillon fétide a eu une petite modification, la magie là aussi a été modifiée, et la hache précise, le modificateur de force ne s'applique que si vous avez chargé également, encore une fois, tous des petits trucs par rapport aux armes qui ont été changés pour tout le monde, ils les ont mis pour les armes magiques. Pour les guerriers du chaos, le courroux de la tempête spécifique, le modificateur de force du courroux de la tempête ne s'applique que si vous avez chargé, là aussi. L'arcane journal homme bête, qui est pourtant tout récent, ses racines étrangleuses ont collé par rapport à la magie. La bannière de la lune difforme n'a que un utilisage unique. Et ils ont changé beaucoup aussi le truc qui passe en utilisage unique par rapport à des trucs trop forts. Et enfin, la sombre cabale ne peut vous donner que +1 si un sorcier ami qui n'est pas en train de fuir et qui n'a pas la stupidité et à portée de commandement est disponible, parce que vous avez des cabales de sorciers possibles, vous n'aurez que un +1, vous pouvez pas mettre 3 sorciers pour avoir un +3, c'est plutôt logique. Également, si vous faites un fiasco, c'est toujours la même chose, c'est tous les sorciers dans l'aura qui prennent les dégâts, même si vous n'avez qu'un bonus de +1. Le petit arcane journal des rois des tombes, pareil, on a le fléau qui a été un petit peu changé, les tailleurs de pierre, jusqu'à la fin de ce tour, l'unité désignée améliore sa régénération de sauvegarde de 1, voilà, pour le tailleur de pierre, pour ce qui est, je crois bien, du nécrotecte. Et enfin, la volonté sépulcrale, on a à peu près la même chose aussi que pour la cabale de sorcier par rapport au culte mortuaire, vous pouvez avoir qu'un bonus de +1 au lancement avec votre culte mortuaire, c'est logique pour ce qui est du changement des règles. Enfin, les forces fantastiques, donc autrement dit, entre guillemets, les armées du bien, y compris normalement Katé à l'intérieur, même si bon, ils peuvent pas toujours être gentils. Quelques petits changements, là aussi pour les forces fantastiques, des changements qui ont pu faire grincer quelques petites dents, mais bon, c'est les dents naines, ils grincent toujours des dents les mecs, mais surtout des petites mises à jour très importantes, et qui pour certaines avaient besoin. Donc déjà les nains, qui ont certainement le plus de changements, quasiment par rapport à toutes les armées. Les nains, l'enclume du destin pour lancer ses sorts est passé niveau de puissance 2, et oui, plus de niveau 3, mais seulement pour les lancements, niveau de puissance 2, elle reste à dissipation 3, si je ne me trompe pas. Les sorts donc ont été légèrement diminués. Les gros changements, les marteliers nains. Les marteliers nains qui avaient qu'une armure de 3, enfin, qui avaient qu'une armure de 5 ou 4 si vous leur payez les boucliers. Ils gagnent la règle armure de Gromril. C'est-à-dire que quand ils font un 1 à la sauvegarde d'armure, ils ont le droit de le relancer. Bah, c'est bien. C'est intelligent d'avoir fait ça. C'est très malin d'avoir fait ça à Games Workshop, parce qu'ils en avaient besoin, les marteliers. Cependant, la rune de protection, par exemple la rune de protection que possèdent les brise-fer sur leurs armures, les figurines ayant cette règle spéciale ont une invulnérable de 6+, contre toute blessure, qui n'est pas magique. Et ça c'est important. Ça c'est important parce que ça veut dire que vous tirez en magie sur des brise-fer, ils n'ont pas l'invulnérable 6. Ça les rend enfin un peu moins tanky.
Ensuite, la torpillatrol, équipement spécifique des chefs de régiment des Dregs de fer, qui étaient littéralement des mini-canons, qui avaient quasiment aucun malus. Là, ça a bien changé. C'est passé à force 5, la torpillatrol, et surtout, c'est passé de facture naine, où il n'y a quasiment pas de malus, à encombrant. Si tu bouges un peu, tu as beaucoup moins de facilité pour toucher. Heureusement, vu que le chef avait CT 5, je crois. Donc très bien d'avoir nerfé la torpillatrol pour éviter que les nains n'alignent plus de canons qu'ils ne peuvent avoir de canons tout court. C'est très très bien. Le savoir runique, une figurine ayant la règle spéciale savoir runique, peut tenter une dissipation comme s'il s'agissait d'un sorcier. Si c'est une enclume du destin, elle peut dissiper à 24 pas avec plus 3 à la dissipe. Donc ça c'est très bien, ça reste quand même un truc anti-magie générale. Si c'est un seigneur forgerune, il dissipe à plus 2 comme un grand seigneur sorcier et avec une portée par contre seulement de 21 pas. Et si c'est un forgerune tout court, c'est toujours portée 18 pas de dissipation pour un bonus de dissipation de plus 1. Voilà les changements pour les nains. Voilà donc la magie des nains, vu qu'ils ont tous résistance magie 1, ne vous inquiétez pas, ils vont toujours un peu s'en moquer. Mais c'est plutôt sympa d'avoir mis un peu à jour ces petits barbus. En parlant de barbus, on va voir les impériaux. Les impériaux... Alors là, il y en a 2-3 qui ont un peu gueulé, surtout qui ne sont pas impériaux, mais alors les impériaux ont fait « Enfin !» parce qu'on était un peu de la mouise. Alors c'est faux, hein, l'Empire était toujours très bien, mais bon, ils avaient besoin d'un petit buff, ils l'ont eu. Déjà, le général de l'Empire classique monte à commandement 10, tous ceux qui ont la règle générale de l'Empire, commandement 10, bravo. Les capitaines de l'Empire, donc les petits héros, passent à commandement 9, c'est très bien. Les troupes régulières de l'Empire, que ce soit les troupes régulières ou les troupes vétéranes régulières, gagnent la règle Horde. Vous vous rappelez les bonus fils de l'infanterie qu'elle vient de gagner, etc. Ils gagnent la Horde. Donc vous avez 3 lignes de combat, vous avez plus 3 au commandement, enfin plus 3 au résultat de combat. Les premières charges vont être très importantes dans le jeu, hein, encore plus qu'avant. Et les joueurs d'épée, les joueurs d'épée, y compris leur chef de régiment, gagnent la force 4. Donc ils passent à force 6 avec leurs armes lourdes. Bah c'est bien. Alors les orques sont pas très contents, hein, mais joueur d'épée force 4. Ok. Intéressant. Intéressant. Très intéressant. C'est plutôt pas mal, j'aime bien l'idée, c'est intelligent, c'est sympa, il faut jouer comme ça un petit peu. Dernière petite précision, le bâton de sorcier a une réduction à 0,1 par sorcier, bien sûr, pour ce qui est de cet objet de sort pour les impériaux. On passe aux Bretoniens. Les Bretoniens, ils ont été un petit peu de nerfs en fait sur tout ce qui était spammé par les joueurs tournois. Autrement dit, le Pégase Royal est passé à 70 points. Les Chevaliers Pégase perdent la formation fer de lance, parce que c'était tirailleur, compliqué d'avoir autre chose. Le corps de Fredemund qui, test de commandement, empêchait les unités sur toute la table de voler, les unités ennemies, et pas les unités bretoniennes. Il est passé à usage unique, et à la sous-phase de commandement de son tour, s'il n'est pas engagé au corps à corps, le porteur du corps de Fredemund peut tenter de l'utiliser en effectuant un test de commandement sous son propre commandement non modifié. Donc intelligent d'avoir fait ça, usage unique surtout, c'est très bien. Le regard ardent de la magie des Bretoniens est passé à 9+, vu qu'ils ont adapté ça par rapport à la magie, c'est logique. On passe aux elfes sylvains. Les elfes sylvains, je suis désolé, je regarde beaucoup mon écran parce que j'ai les données à côté. Chaque homme arbre vénérable connaît des sorts de niveau 1 du domaine de magie. Voilà, c'est plutôt logique. Les sorts de l'épine, avec le sabbat du grand bois, une unité de sort de l'épine connaît un sort généré aléatoirement de son domaine de magie de bataille ou de magie d'élémentalisme. Donc on dit ça n'a pas changé, c'est la nouvelle errata qui est toujours en cours. Mais si par contre elles veulent jeter le dé et ça leur plaît pas, elles peuvent quand même choisir le sort primaire de leur domaine. C'est bien. C'est bien parce que ça t'évite de prendre un sort que tu ne veux vraiment pas pour une unité que tu as déjà payée. Donc c'est plutôt pas mal. L'embuscade dans les bois, la règle spéciale des elfes sylvains qui avait un décor de forêt. Ils ont précisé en fait la taille autorisée que vous avez le droit pour ce décor. Soit ça va du plus petit à 3 pas, soit ça va à 9 pas de diamètre. Donc c'est un cercle de forêt qui vous suit. C'est bien intelligent d'avoir fait ça. Ils ont mis à jour aussi les valeurs de lancement des sentiers sylvestres et des volets de ruines. Les hauts elfes... Les lions blancs de Shras, donc les lions blancs, hein, les combattants, l'infanterie, pas les lions de guerre. Tous les lions blancs de Shras ont gagné la charge dévastatrice. Voilà.
Vous vous rappelez les règles d'infanterie, tout ça ouais, voilà. Donc, je vous rappelle que les lions blancs de Shras, on peut les avoir en base dans l'armée Lost Shrassien. Donc, voilà. La main de Kane, bien sûr, a été adaptée en termes de sortilège pour ce qui est de la magie. Et c'est tout. Voilà pour les hauts elfes. Enfin, il y en a une pour l'Arcane Journal, mais les lions blancs, ça s'applique pour tout le monde, pour toutes les armées. L'Arcane Journal des nains n'a rien eu en changement. L'Arcane Journal de l'Empire, pour la deuxième page de votre Arcane Journal de l'Empire, vous remplacez le 0,4 machine de guerre par 0,3, ça ne change pas grand chose. La garde Teutogen perd la règle gardien du temple. Ça par contre ça fait un peu mal pour les gardes Teutogènes. Les gardes Teutogènes ne peuvent plus devenir gardiens du temple. C'est effacé, la règle devient disparue. Est-ce que c'est parce qu'ils nous la gardent pour un prochain livre de campagne? Peut-être. Rien de changé dans l'Arcane Journal des Bretoniens. L'Arcane Journal des hauts elfes, l'anneau de fureur a été également adapté en niveau de pouvoir 1 en objet magique. Et là aussi, le terrain dangereux de l'ost des lions blancs est passé, comme les elfes sylvains, de 3 pas de diamètre minimum à 9 pas de diamètre maximum pour ce qui est du décor. Et pour ce qui est des elfes sylvains en Arcane Journal, là aussi c'est juste des changements sur la magie en valeur de points, la fureur de Tel-Lorraine, le torrent malveillant et le courroux de Durtu. Et voilà. Les foires aux questions, encore une fois, si vous voulez les lire, faites-vous votre avis dessus. Elles sont très claires. Voilà tous les changements. J'espère avoir été clair, concis, explicatif. Si vous avez des questions, encore une fois, venez sur les streams, on pourra y répondre en direct et réagir à chaud. On a eu beaucoup de monde qui a participé au stream d'hier, mais j'ai pas voulu vous remettre exactement le stream parce que déjà mon micro avait un peu bugué et surtout parce que c'était assez vite le bordel. Encore une fois, les règles, on parle avec le joueur en face, on les impose pas au joueur en face. Et on a une logique, moi sur la commu, sur beaucoup de joueurs avec ma commu, c'est que si jamais il y a un litige, on n'est pas d'accord sur une règle et on va pas se brouiller avec un pote qui joue avec nous. S'il y a un litige, c'est-à-dire les deux joueurs sont pas d'accord, soyez honnête, soyez fair play. Soyez le joueur qui va dire, ok, on n'est pas d'accord sur la règle, et ben on va choisir un truc simple, je prends la règle qui ne m'avantage pas. Point. Encore une fois, ce que je vais donner, c'est que mon avis. Il y a peut-être des choses que j'ai pas compris, hein. Peut-être, ou que 300 personnes n'aient pas compris hier sur le stream, mais je pense vous avoir fait un résumé assez précis. Si jamais, comme je vous disais, ça vous intéresse, pendant l'été, que je vous fasse tout simplement comme on avait fait au début de la version première de Warhammer Old World pendant le mois de janvier et de février, que je vous refasse des vidéos présentées avec la phase de mouvement, la phase de magie, la phase de tir, la phase de corps à corps, etc. avec des détails, c'est-à-dire des vidéos de 15 minutes ou 10 minutes, pour bien réassimiler tout ça avec les mises à jour, je pourrais vous le faire, avec grand plaisir. Il faudra juste, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà pour ce qui est de cette 1.5, cette techniquement nouvelle version de Warhammer Old World, cette mise à jour véritablement, c'est pas une version nouvelle, c'est une mise à jour, selon les faits et gestes de la communauté. Donc si Games Workshop a changé ses règles, c'est parce que la communauté les faisait de leur point de vue pas très bien. Donc vraiment c'est réactif, le jeu est réactif. On n'a pas eu des FAQ depuis le début, on en a eu que une foire aux questions ou deux depuis 1 an et demi. Celle-ci est la 3e véritable où il y a des changements de règles officiels. Et vraiment, ce qui a vraiment changé, c'est que la magie et le combat de l'infanterie. Vraiment, le reste est quand même assez commun. Donc vraiment, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il n'y aura pas de rapport de bataille avant quelques petits jours, semaines, pour bien réassimiler tout ça. Encore une fois, on va faire du didactique, on va essayer de bien encaisser tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Nous sommes fin juin. Les vacances arrivent, pas pour moi du tout, mais pour vous j'espère. Donc un petit peu moins de vidéos sur la chaîne principale, veuillez m'en pardonner. N'oubliez pas les streams, les lundis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, les vendredis soirs et quelques dimanches après-midi pour des Gotrek et Félix du lore ou des échanges sur les règles, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous le pouvez. Le Tipeee est là pour ça. Les partenaires sont là pour vous aider également à vous fournir encore plus de plaisir. Torek, Forge 3D, Rebel Forge. N'hésitez pas. L'Instagram est toujours là aussi, si vous voulez quelques petits projets visibles de la chaîne, n'hésitez pas. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation, et on se retrouve bientôt sur Warhammer.